Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Pierrick Thorasso, le CEO et fondateur de Metabank France. Comment vas-tu, Pierrick? Bonjour Jean, ça va plutôt bien. Trop content de t'avoir. En tout cas, on sait que voilà, tu as une actualité qui est assez débordante. Donc, c'est pas facile de t'avoir, mais tu nous fais la chance d'être sur le podcast. Donc, on en est très content. Pierrick, avant de commencer et d'attaquer un petit peu les sujets Metabank, Web3, etc., est-ce que tu peux nous expliquer qui est Pierrick? Qu'est-ce que tu as fait avant de t'intéresser au Web3? Je sais, parce qu'on en a parlé en off, que tu as un parcours extraordinaire. Donc, impatient que tu puisses nous en dire plus et que la communauté puisse t'entendre par rapport à ça. Ouais, c'est gentil. Alors, je sais pas s'il est extraordinaire, disons qu'il est un petit peu atypique, mais les parcours, c'est comme les rêves, ça se compare pas. Ouais. J'ai évolué pendant 15 ans dans la stratégie marketing de l'onboarding du marché des jeux d'argent en ligne et j'ai activement participé à l'implantation du poker en France, en Europe et puis dans différentes destinations d'Afrique. Qui soit online ou physique. Et c'est un marché que je connais assez bien, mais qui me connaît également assez bien, puisque j'ai eu la chance d'avoir mes propres émissions télé, je faisais les couves de magazines et j'avais une très 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 grosse communauté. Et en fait, ensuite, j'ai arrêté un petit peu parce que j'ai eu une énorme opportunité d'un poste de directeur général dans une boîte assez importante à Paris, que j'ai accepté. Et puis, je tournais en rond, en fait. J'ai tourné en rond très rapidement parce que c'était pas très fun. Et j'ai commencé à réfléchir au Web3 parce que lorsque j'étais dans le poker, je voyais les joueurs pros qui s'y intéressaient, qui s'intéressaient au Bitcoin. Et puis je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là pour essayer de battre la volatilité de Bitcoin pour en faire un produit mass market. D'accord, OK. Quand on écoute ton parcours et que tu nous dis que tu étais dans l'écosystème du poker et des jeux en ligne il y a 15 ans en arrière, tu étais vraiment très early, un petit peu comme maintenant dans le Web3. C'était comment l'époque du poker à l'époque? C'était, un peu comme le Web3 maintenant? Le Far West avec des règles qui montent, qui descendent, on ne sait pas trop comment s'organiser et puis l'écosystème grandit et s'organise? Ou c'était un petit peu plus carré? Alors en fait, c'est assez intéressant comme sujet. Euh, on a eu exactement les mêmes fondamentaux, les mêmes caractéristiques, les mêmes scandales à l'époque, le même Far West, les mêmes zones noires, mêmes zones grises, mêmes zones blanches. On a vu à l'époque, il n'y avait aucune réglementation moi, quand je suis rentré dans cet univers-là. Au point où notre FTX, on l'a eu, il s'appelait le Black Friday. C'était l'affaire Full Tilt. Et quand on fait des recherches, on s'aperçoit que l'expert comptable qui était chez Full Tilt était le même que chez FTX. Du coup, les similitudes, Décidément. elles vont extrêmement loin. Et puis ensuite, si tu veux, on a vu la réglementation évoluer avec des autorités de régulation des jeux en ligne qui se sont mis en place, différentes réglementations qui ont été un petit peu, qui avaient pour but un petit peu de faire de l'empêchement, c'est-à-dire de mettre des barrières complexes pour que les gens se disent j'y vais pas, c'est trop compliqué. Et puis au bout de 2 ans, elles sont tombées complètement et sont arrivées à la gratuité. Et ensuite, quand tu grattes un petit peu, je dis souvent, quand je discute avec mes actionnaires, que en fait, un amateur qui achète de la crypto tous les mois pour quelques centaines d'euros, pour en tirer un gain substantiel dans 5, 6 mois, un an, mais en fait, dans l'univers des jeux, ça s'appelle un pari, ça. Ça Ouais, s'appelle un totalement. parieur, ça s'appelle un joueur. Et en fait, quand on gratte, on s'aperçoit que les comportements d'achat, l'âge médian, le salaire médian, la répartition homme-femme sont exactement identiques sur ces deux marchés. Et donc, il y a des ponts naturels, en fait, assez évidents à mettre en place. Et que par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est en 2012-2013, moi, que j'entends parler de Bitcoin par les joueurs pros. Et du coup, comme dans tout marché structuré, lorsque tu as des pros qui s'intéressent à un sujet, bah, les amateurs s'y intéressent, ce qui fait que la population qui est dans l'univers des jeux d'argent, euh, pour ce qui est industriel, est assez crypto-friendly. Alors, je ne parle pas de la Mhm. France parce qu'il y a toujours des spécificités françaises,
Mais en plus de ça, les joueurs sont une population, le marché est assez mature en fait à l'utilisation des actifs numériques sous différentes formes. Il y a déjà plusieurs projets qui ont émergé dans le poker autour des cryptos, autour des NFT, autour de différents univers, quoi. Ok. Donc, pour répondre à ta question, les similitudes, elles sont monstres en fait. Ouais, du coup, tu es un peu comme dans un poisson dans l'eau parce que pour toi, c'est un peu comme ce que tu as connu avant. Donc c'est trop bien. C'est vrai que cette similitude, souvent, on en entend parler parce que tu l'as dit toi-même, le Web3, ça peut ressembler à des jeux d'argent parfois parce qu'effectivement, bah, le trading, c'est la spéculation, c'est des paris, c'est des choses comme ça. Donc, du coup, c'est marrant d'avoir un petit peu ce, se rapprocher entre les deux. Et du coup, comment tu en es venu à t'intéresser au Web3? Est-ce que c'est justement en 2012-2013 que les gens ont commencé à entendre parler et tu t'es intéressé et tu as commencé à peut-être investir et à voir un petit peu les projets? Et à partir de quand tu as accéléré vraiment dans l'écosystème Web3 jusqu'à créer MetaBank France? Alors, avant, je vais revenir sur le sujet rapidement précédent. Bien sûr. Les similarités, elles sont telles qu'aujourd'hui, tu as des champions du monde ou des championnes du monde avec des bracelets qui mettent en place des conférences sur les similitudes, les skills, les compétences nécessaires au poker adaptées au monde de l'entreprise. Et donc, quand un joueur de poker, il investit un jeton dans un pot, il ne paye pas pour voir. Il paye pour avoir un rendement de jetons. Et du coup, s'il en met un, il veut en gagner deux au minimum. Et donc, on retrouve vraiment des similarités liées au trading, à la gestion des émotions et à tout un ensemble de compétences. Concernant la question que tu m'as posée, l'historique, il est en 2000, on doit être en 2012 ou 2013. J'invite une joueuse pro québécoise à Marrakech dans un tournoi international. Elle s'appelle Isabelle Mercier. Aujourd'hui, elle est l'une des patronnes du site Crypto News. Donc, Ok. pareil, il y a énormément de gens du poker qui ont bifurqué vers cet univers. Et elle parle de Bitcoin parce que elle part à Vegas pour les World Series. Et elle se rend compte qu'en termes de transfert de valeur, elle peut faire des économies assez importantes en passant par ça. La blockchain. Ok. Moi, à l'époque, je me positionne un petit peu, j'y crois pas du tout. Mais c'est pas que j'y Ok. crois pas, c'est que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et donc, comme toute personne qui est ignorante, c'est difficile de croire en quelque chose dont on ignore le fonctionnement. Et donc, je m'y intéresse sans plus. Et j'investis pas parce que je me dis, ouais, c'est du pognon foutu en l'air. Et on en fout déjà suffisamment en l'air dans le jeu et dans l'étape de poker. On va se limiter au niveau des addictions. Je Et, comprends. et quand même, avec les équipes, on parle un petit peu parce que le soir, lorsque les tournois ou les events sont terminés, il y a des rotations, etc. On se retrouve un petit peu dans les mêmes hôtels lorsqu'on split les teams. Et on discute un peu de ces sujets-là. Et puis je m'aperçois qu'il y a deux, trois croupiers, flores, personnels qui sont au courant de ce que c'est, qui s'y intéressent. Et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre que sur 20 personnes, là, ou 30 personnes, il y en ait quasiment 20% qui sachent de quoi on parle. Normalement, le groupe, il est assez représentatif, tu vois, que tu sois 20, 50 ou 100, c'est vite représentatif, un volume d'intérêt. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais commencer du coup à creuser. Et donc, dans les années qui suivent, petit à petit, quand j'ai l'occasion, je me renseigne, je m'informe, et je me dis très rapidement que je ne vois pas Madame Michu utiliser le Bitcoin en Europe en tout cas, ou aux États-Unis, en tout cas en Occident, euh, sous sa forme actuelle à cause de sa volatilité. Et je ne vois pas Madame Michu accepter de recevoir son salaire dans ce type de monnaie, de crypto en tout cas, parce que je vois mal Monsieur Dupont dire j'ai 2 000 € de salaire et je me réveille le samedi matin et en fait j'ai 1 000 € parce qu'il y a Elon Musk qui a décidé de plus acheter, de plus accepter Bitcoin sur Tesla. Ouais, Et c'est vrai. donc Ouais. je me dis, je veux bien croire que en Afrique, en Amérique du Sud, là où tu as des grosses inflations, là où tu n'as pas accès, où les gens sont débancarisés, que ça peut avoir énormément de sens
et énormément de portée. Par contre, je me dis, en Europe, je ne suis pas certain de l'accessibilité de masse, sans compter que ça a été pensé par des geeks et que c'est extrêmement complexe dans sa compréhension et dans son fonctionnement. Et en dernier lieu, que les populations européennes, elles sont tellement infantilisées que se retrouver propriétaire de sa site phrase et qu'en cas de perte, on soit complètement ruiné, ne me paraît pas en adéquation avec l'éducation, tu vois, des gens. Et donc, je me dis, en posant tout ça, tiens, c'est intéressant, c'est sûr. Par contre, il faudrait trouver le moyen d'essayer de battre la volatilité de Bitcoin. Mais j'adore la philosophie qui dit la data aux citoyens. Et en fait, quand tu pousses plus loin, c'est pas la data aux citoyens, c'est la souveraineté citoyenne des différents usages qu'ils vont faire de ces crypto-monnaies. Et là, une fois que je commence à percuter ça en 2015, c'est là où j'ai cette énorme opportunité de bifurquer en tant que DG. Et là, en fait, dans cette boîte-là, je vais être dans une boîte de prestations techniques audiovisuelles qui bosse pour des très grands groupes en direct. Et je vais assister à pas mal de conférences off où on n'a pas le droit, normalement, où il n'y a aucun public et qui parle vraiment de stratégie interne. Et nous, notre boîte, elle est là avec des techniciens pour capter l'événement, pour faire de la ressource interne. Et je commence à entendre parler de crypto par les banques. Et là, je me dis, ça c'est intéressant parce que si les banques, elles s'intéressent au sujet, alors elles sont perdues. Hein. Quand elles s'y intéressent comme un enfant de 3 ans qui s'intéresse à quelque chose. Mais on est en 2015. On n'est pas, il y a presque 10 ans aujourd'hui. Ouais, c'est très relié. Et ouais. Et on voit bien que les gens, ils ne comprennent pas. Je vois bien tout ça. Mais c'est un sujet. Et donc, je commence à me dire, tiens, ton idée de vouloir créer quelque chose qui bat la volatilité, c'est peut-être une solution à apporter à ces banques avec un modèle à construire. Et c'est là où je vais commencer vraiment à gamberger en conservant ce job. Et très rapidement, en 2017-2018, je me dis, go, je vais démissionner et je vais me lancer à fond dans cette aventure. Donc, je quitte un poste qui était plutôt cool, plutôt bien payé. J'étais à Paris, donc le salaire qui va avec. Et je décide de tout plaquer et de me lancer dans ce projet pharaonique et complètement dingue en partant d'une feuille blanche et en disant, bah, allez, feu, go, on y va et on se posera les questions quand les problèmes arriveront, quoi. Ok, bah incroyable. En tout cas, on voit un petit peu la vision globale et en gros les douleurs qu'il y avait de ton côté qui t'ont permis justement de créer MetaBank France. Donc j'imagine que ce projet, c'est MetaBank France. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais on voit vraiment que souvent les entrepreneurs, ils ont une vision, c'est de pouvoir aller apporter une solution à des problèmes que les personnes pourraient avoir ou des compréhensions qu'ils ont du mal. Et là, tu as tapé directement dans le mille. C'est-à-dire, tu t'es dit, OK, il y a des soucis, il y a des douleurs, bah moi, je vais arriver pour corriger ça. Et donc, c'est vraiment bien vu. Et donc, c'est comme ça que tu as décidé de créer MetaBank France. Donc, ça fait combien de temps actuellement que MetaBank France est créé? Ou en tout cas, ça fait combien de temps que tu l'as dans la tête et que tu travailles sur le sujet? Ça fait combien de temps que c'est officiel? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur MetaBank? Alors, la genèse, elle n'est pas tout à fait de cette manière-là. Ah, La ok. genèse, il y a un point clé en plus qui se rajoute, c'est que je me dis, on arrive à un moment où on est sur un système d'argent-dette. Ouais. Deuxièmement, on est sur un système où finalement, ce que je comprends, c'est que la blockchain, elle peut permettre aux, aux citoyens d'être souverains sur l'utilisation de l'argent. Ouais, c'est clair. Et je me dis aussi qu'on arrive à un moment où les gens, ils n'arrivent même plus à payer un Lego à leurs gosses pour leur anniversaire, qu'ils doivent demander la moindre autorisation lorsque ils veulent utiliser leur argent.
Et du coup, je vois en la blockchain la souveraineté citoyenne 2.0, 3.0, qui dit aujourd'hui, les élus, ils se plaignent en permanence après les élections du manque d'implication des citoyens dans le processus démocratique. Et là, je me dis aussi, bah tiens, du coup, s'il y avait une souveraineté monétaire citoyenne, bah peut-être que du coup, c'est une solution à apporter au système pour impliquer plus le citoyen dans ce processus démocratique, mais de manière concrète et pas avec les blablas habituels, parce que je vais essayer de ne pas être trop binaire et pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais aujourd'hui, on nous raconte des fables et on doit juste se taire. Et je vais te donner l'exemple de ce fameux Covid, où je respecte toutes les personnes qui ont fait les différents choix qu'elles ont fait pour des raisons X ou Y. Mais moi, mon choix de ne pas me faire vacciner n'a pas été respecté par qui que ce soit et on m'a mis dans une case de complotiste, peu importe les raisons pour lesquelles je ne souhaitais pas le faire. Et qui étaient des raisons toutes simples, qui disaient vous êtes dehors, vous êtes sous la pluie, vous achetez un parapluie, je comprends, mais moi je suis dans un appartement à l'abri, du coup je ne vais pas acheter de parapluie. C'est pas con. Alors, ça a été l'élément supplémentaire à tout le raisonnement de départ. Et je me suis dit, du coup, il faut créer un projet, et je vais en parler, qui puisse impliquer le citoyen, mais également respecter les fondamentaux de la console internationale et de son fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire on crame tout, on redémarre à zéro. Ce n'était pas possible. Il y a un système mondialisé, il y a une économie. Et c'est à partir de ce raisonnement que je me suis dit, on va travailler en 2 étapes. On va créer un stablecoin qui soit collatéralisé en 1 pour 1 avec de la monnaie fiat, avec un compte de réserve, des audits, déposé dans une banque française et qui va finalement répondre à toutes les contraintes de l'AMF et de la BCE. Donc quelque chose qui finalement est extrêmement centralisé puisque répond à des critères existants. Par contre, on va y ajouter un token de gouvernance sous la forme d'un utility token et d'une DAO et qui va permettre finalement aux utilisateurs de cet euro numérique et possesseurs, holders de ce token de pouvoir intervenir sur le type de placement qui est fait sur le compte de collatéral où se trouve leur argent. Et en leur disant, finalement, est-ce que vous, Français qui utilisez cet argent, ou Européens, vous préférez financer les énergies fossiles, la guerre, l'armement, ou est-ce que finalement, cette nouvelle IA qui vient de faire une découverte fondamentale sur des molécules antibiotiques, financer ce type de projet peut être également très rentable, vous intéresse plus? Est-ce que vous voulez que votre argent aille à destination de l'instruction, de l'éducation, de l'hôpital ou de centaines de politiciens qui sont payés à des salaires? Moi, quand je vois qu'un député touche 15 000 € de salaire et de frais par mois, de véhicules de fonction, et qui sont des milliers et des milliers et des milliers dans le système, et qu'on va jeter la pierre à des gens qui sont au RSA parce qu'ils ont eu un accident de la vie, mais je pense qu'il y a un problème en fait. Ouais, et aujourd'hui, il faut incarner ces valeurs. Et donc, le projet MetaBank, il dit simplement, c'est un euro stablecoin centralisé qui répond à toutes les caractéristiques, qui n'a pas de frais de on-ramp, on supporte nous-mêmes les frais de gaz des transactions parce qu'on veut que pour le client final, ce soit vraiment comme utiliser du Web 2, qu'il n'y ait pas de surcharge, mais par contre, avec un aspect décentralisé, avec une proportionnalité dont on parle dans notre white paper, et qui dit, ben voilà, si tu utilises le K-Euro stablecoin, finalement, c'est à toi de décider
de l'avenir qu'on en fait. Parce que ce qui se passe, c'est immuable. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on rentre dans un système qui devienne, sans être binaire, mais liberticide, et que la monnaie numérique des banques centrales accentue ce risque, et que je pense qu'il est nécessaire d'avoir des solutions alternatives et complémentaires, parce que je pense que dans une démocratie, c'est toujours sain d'avoir le choix. Voilà pour t'expliquer la genèse un petit peu plus profonde. Donc, c'est un projet qui finalement est... Moi, je ne fais pas de politique. Je ne vais plus voter pour une raison toute simple. La dernière fois que je suis allé voter, ça doit être 2005 ou 2005 ou 2007, je ne suis plus certain. C'était pour l'Europe. On a voté non à 53,60%, je crois. Et le soir, on nous a dit on a gagné, on rentre en Europe. Et là, on a dit mais attendez, non, on a dit non. Et en fait, ils se sont débrouillés et ils nous ont fait dire oui. Et ça, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Tu peux aller sourcer. Ils sont allés créer des traités. Ils sont allés créer des traités pour finalement contourner le vote souverain, démocratique des citoyens qui ne voulaient pas, français, qui ne voulaient pas rentrer en Europe sous les conditions. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe au sens de sa puissance des pays, n'est pas un truc merveilleux. J'ai un problème avec l'Europe macroéconomique et l'Europe telle qu'elle prend des décisions dans des pays où elle n'est pas souveraine. Et pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux. Je suis un pro-européen, j'ai voyagé, j'ai travaillé dans une quarantaine de pays différents. C'était une chance d'être européen, d'une part pour la liberté de déplacement des biens et des personnes en Europe, mais aussi de la manière dont on était perçu aux États-Unis ou en Afrique. Mais l'Europe actuelle qui prend des décisions sans tenir compte de la vie souveraine des peuples, je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui, il y a un adage qui dit que l'argent domine le monde. Et donc, finalement, je n'ai pas l'intention de dominer le monde du tout, mais peut-être que l'argent est le meilleur levier qu'on puisse avoir pour proposer au peuple de dire, regardez, on n'est pas obligé de tout cramer et recommencer à zéro. Par contre, il y a un outil qui s'appelle la crypto-monnaie qui permet d'avoir la souveraineté sur ce que l'on fait. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose d'utiliser pour que vous soyez souverain et que tout en haut, on vous écoute un petit peu plus et qu'on nous écoute un petit peu plus par la puissance de l'argent. Compris. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu as décidé de créer MetaBank France. Et donc, du coup, les deux objectifs principaux, c'est le token de gouvernance. Donc, c'est le K ou le SA? Alors, c'est le cas euro. Tu as le MetaBank France, c'est un écosystème qui est basé sur un exchange qui permet le on-ramp, le off-ramp et l'échange d'euros vers du K euro stablecoin. Avec quelques fonctionnalités d'échange, notamment d'euros ou de K euros entre utilisateurs. Avec un point de différenciation, c'est que on propose un wallet non custodial à partir d'une simple adresse email. C'est-à-dire que Madame Michu, qui a 70 ans, elle n'a pas à aller se compliquer la vie avec des XE08 machin truc, une petite phrase de 300 000 mots. Elle s'onboard avec un email, un mot de passe et une double authentification derrière sur un numéro de téléphone portable perso. Parfait. Ensuite, l'écosystème, il a donc ce K euro stablecoin. C'est un euro numérique qui est collatéralisé en 1 pour 1 auprès de la banque de Lubac et compagnie, qui nous a fait confiance dès le départ, sur laquelle on a nos comptes d'exploitation d'une part et notre compte de réserve d'autre part.
Et enfin, c'est pour la partie décentralisée, le token CAM. J'ai une réunion cet après-midi avec le CTO parce que je vais avoir la date définitive de disponibilité et de fin du dossier. Donc, l'exchange est fonctionnel, le stablecoin est fonctionnel. On fait la cérémonie des clés multisig et le mint le 19 juin avec huissier de justice et avocat. Et derrière, on propose le CAM très très rapidement, donc comme outil de gouvernance du projet dans l'aspect de la banque elle-même, c'est-à-dire le projet global de où il va se diriger, mais aussi sur la manière dont on va gérer l'asset management des dépôts sur le compte de collatéral. OK. OK, très bien. Moi, très intéressant, c'est vraiment bien fait. En plus, tu as pu t'associer avec des gros noms, tu parlais de Lubac et cetera. Vraiment bravo, bravo. Du coup, ça fait combien de temps que tu es sur Metabank France? Alors, Metabank France, c'est créé depuis le 4 mai 2022. Alors, en fait, Ah ouais, c'est il y a récent. beaucoup de… Ce qu'il faut d'abord, il faut revenir à 2-3 autres choses, parce que c'est important pour ne pas mélanger les choses. La boîte Metabank France est une marque seulement, ce n'est pas une entreprise pour le moment, D'accord. qui appartient à la SAS En Lien Rovaltin Web. L'agence En Lien Rovaltin Web, c'est une agence de marketing qui est spécialisée dans l'onboarding, puisque c'était mon métier d'avant, mais spécialisée dans l'onboarding blockchain. On a fait ce choix pour des raisons notamment stratégiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, la marque Metabank France, qu'est-ce qui est plus basique et normal pour une agence de marketing que de gérer des marques? C'est un fondamental. Deuxièmement, ça nous permet de faire de la promotion de cette marque sans avoir un certain nombre de problématiques réglementaires. Parce que dans les 15 ans où j'étais dans les jeux, j'ai été assez proche de ce qu'on appelle la police des jeux, entre parenthèses, donc les renseignements généraux français. Et j'ai assisté à un certain nombre de choses qui peuvent me laisser à penser qu'il est intéressant d'être très très vigilant aux éléments de langage qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'on précise notamment, parce que, comme tu le disais, on travaille avec des marques importantes comme Banque de Lubac, comme KPMG. On a des subventions de la part de la Banque publique d'investissement. Et puis là, on est en cours de labellisation sur un gros pôle de compétitivité qui devrait nous être confirmé le 25 juin. On doit être vigilant à notre image et à l'image de nos partenaires et aux différents risques. Et donc, ça nous a permis également, comme on en parle dans le white paper, de ne pas tomber sous le régime des PSAN. Puisque une agence de marketing, finalement, qui développe une marque, cette marque, elle propose un wallet non custodial, donc pas de conservation d'actifs numériques. Et de l'autre côté, sur le compte de collatéral, on précise que les clients n'ont aucune créance sur En Lien, sur Metabank France et sur En Lien. Et de ce fait, on ne conserve pas d'actifs fiat non plus. Ce qui n'empêche pas d'avoir un compte de collatéral sur lequel sont déposés ces actifs fiat. C'est uniquement de l'articulation juridique. Et en fait, au vu de tout ça, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait faire un certain nombre de choses avant l'application et la mise en place de MiCA. Et c'est notamment pour ça qu'on va minter avec l'huissier de justice le 19 juin et qu'on va faire un ensemble d'opérations qui vont être démontrées avant la mise en application de cette loi et qui vont nous permettre justement derrière de pouvoir travailler et de poursuivre ce projet vers la direction de la compliance. Mais aujourd'hui, par exemple, si tu veux utiliser l'exchange, c'est possible. Tu vas passer des KYC. D'un point de vue fonctionnel, on répond à toutes les contraintes en fait de lutte anti-blanchiment, lutte contre le terrorisme,
méthodologie d'onboarding, procédure RGPD, etc. Ok, ouais, donc tu as quand même une vision très globale sur ce que tu veux faire et on voit que tu as vraiment une stratégie sur du long terme. Quel est l'objectif actuellement pour toi de la blockchain au sein de Metabank? Est-ce que tu veux vraiment le garder sur les deux monnaies, les crypto-monnaies que tu es en train de créer, donc le K et le CAM, ou est-ce que tu as d'autres visions autour sur la vision blockchain? Non, aujourd'hui, on est vraiment sur. On vient de passer 2 ans à financer sur des fonds propres Waouh, tout cet bravo, écosystème. Donc, ça a coûté quand même pas mal d'argent. j'imagine. Et on vient juste de terminer. On a terminé fin mai l'exchange, le stablecoin et dans quelques jours ou quelques heures, le token de gouvernance. Maintenant, on va se concentrer sur l'onboarding Ok, d'utilisateurs et sur l'ICO du token. ok, L'idée derrière, elle ne consiste pas à partir dans tous les sens. Elle dit ensuite, on va essayer de mettre ça entre les mains des gens pour qu'ils comprennent leur intérêt, comme je te le disais tout à l'heure, d'une souveraineté citoyenne. Ce qui n'exclut pas les dirigeants, ce qui n'exclut pas l'État. Au contraire, moi, je serais le premier ravi d'obtenir. On a des subventions publiques, donc je veux dire, on a été les due diligence, elles ont été faites à notre sujet par KPMG, par Delubac, par BPI, par le label avec qui on travaille. Donc on est extrêmement vigilant. On ne dit pas qu'il faut tout cramer, justement. On dit simplement qu'il faut modifier le modèle, mais avec des innovations de rupture et en ouais, intégrant tout le monde. Pas en disant, parce que tout à l'heure, je forçais le trait, mais on ne dit pas qu'il ne faut pas d'élus, pas de députés, pas de sénateurs. On dit simplement que, bon, 7 500 par mois de frais, c'est déjà peut-être pas mal au lieu de 15 000, et on pourrait peut-être faire pas mal de choses. Non, mais c'est un exemple parce que ça représente des milliards à ouais, la c'est fin. clair. Ça représente des milliards. Et quand on te dit qu'il te manque 2 milliards à l'hôpital, et que toi, tu te dis, aujourd'hui, il y a une technologie qui s'appelle la blockchain, qui peut permettre en temps réel de demander leur avis aux utilisateurs de la monnaie qu'ils utilisent tous les jours, de décider ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas plus démocratique. Et comme la France est une grande démocratie et que l'Europe est encore une plus grande démocratie, rajouter de la souveraineté citoyenne ne peut être que bien perçu par les Ouais, c'est sûr. citoyens comme par les élus. Et donc, c'est dans ce raisonnement-là qu'on veut se concentrer justement maintenant sur le développement. Et on va être dans la rupture aussi. Je ne vais pas du tout être à courir les sexes et les listings. Moi, je raisonne fonctionnalité. Aujourd'hui, je suis en train de discuter, je ne peux pas citer de marque, mais j'ai des discussions avec des partenaires qui sont capables de te vendre n'importe quel produit. Je vais exagérer parce que ce n'est pas Amazon, mais dans la logique Amazon. Et qui fait que si ce partenaire-là, il accepte notre stablecoin, ça va Ouais, privilégier l'utilité. Je ne cible pas du tout les poules de liquidité. Je cible pas, le K-Euro ne cible pas les transactions de trading de crypto, les poules de liquidité. Le K-Euro, il cible vraiment une utilisation au quotidien à l'échelle de laboratoire dans notre économie, dans l'esprit du futur du commerce. ok. Tu vois Ouais, je et comprends, je donc, comprends. et donc, quand on me dit, quand j'entends des fois, on me dit oui, ça va être difficile de te faire réglementer pour telle et telle, de te faire lister pour telle et telle raison. Je dis, mais on a conçu l'exchange. C'est-à-dire que moi, aller me faire lister, c'est aller chez mon concurrent finalement. Et c'est pas notre intérêt. Et donc, nous, maintenant, on L'objectif, veut ouais. développer tout simplement l'écosystème, le faire connaître, et puis laisser les gens juger. Parce que finalement, c'est ça aussi le Web3. C'est de dire, voilà la philosophie, voilà notre positionnement, voilà les valeurs qu'on incarne. Voilà, moi, en tant que CEO, très modestement, je vais incarner pour représenter l'ensemble des gens qui croient avec le message que je vais tenir. Et en fait, c'est l'avenir qui nous dira. Ok. Mais il n'est pas question que dans les livres d'histoire, il soit écrit qu'on savait en 2023 et qu'on a laissé faire et qu'on se retrouve dans une situation immuable euh, où il y aurait une seule monnaie numérique des banques centrales. Ce n'est pas envisageable Mhm. dans mon esprit.
Dans ta logique, c'est pas possible. Il y a une question que je me pose, c'est pourquoi le K et pourquoi le CAM? Ça vient d'où ce nom? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ces noms-là? C'est parce que ça, c'était tout ce dont je te parle, c'est seulement la face visible de l'iceberg. Ouais, j'imagine. J'imagine. C'est un peu complexe d'en parler, mais quand on gratte sur notre site internet, vous allez vous rendre. Il y a une fondation derrière ce projet qui s'appelle la Fondation Camelot. Ok. La Fondation Camelot, ça s'écrit. Alors, Camelot fait directement référence à la série d'Alexandre Astier. On n'a aucun lien direct ou indirect avec sa série. Par contre, Ok. on a pu échanger. Et lorsque je monte le projet, au tout départ, je me positionne comme un visionnaire avec différentes étapes que je vais mettre en place. Et parmi les étapes, il y a la création d'un site touristique, un pôle d'attractivité en Ardèche, qui va nous permettre d'optimiser l'onboarding européen en faisant venir les clients à nous plutôt qu'en allant les chercher. On a d'ailleurs sur notre chaîne YouTube le témoignage du député qui s'exprime à ce sujet et qui explique lui-même l'intérêt en fait de cette monnaie et de ce projet et de l'intérêt pour les territoires à l'échelle finalement un centième de l'utilisation de l'euro numérique à l'échelle d'un territoire. Je vais te trouver le lien rapidement et je vais te l'envoyer. Je vais te le trouver immédiatement Ouais, et on je va vais le te le mettre partager du coup. dans les commentaires. Ça permettra de voir directement monsieur le député ce qu'il dit directement. Ouais, donc du coup, le nom du token est venu de Cam comme Camelot en fait, tout simplement. Exactement. Et de ce pôle d'attractivité qui va s'appeler Camelot lui-même et qui est un Ok. modèle d'économie déjà très poussé dans lequel on se dit que d'une part, c'est un outil d'onboarding qui va venir à Ouais. entre 3 et 5 ans, qui ne va pas venir demain, mais sur lequel on a déjà beaucoup travaillé. On a sécurisé le lieu, on a sécurisé pas mal de choses. Donc, c'est quand même 7 hectares et 3000 mètres carrés d'exploitation dans un château, donc c'est pas rien non plus. Ah oui. Et l'écosystème économique en interne va permettre de mettre en place le modèle dont je te parlais tout à l'heure en hypothèse test et en fait va permettre de privilégier les circuits courts, l'emploi et un certain nombre de choses qui sont importantes finalement sur les territoires. Parce que quand on monte des projets de cette dimension, avec cette philosophie-là, il faut être dans les actes, pas être que dans la Ouais, c'est tchatch. clair. Et du coup, on a créé cet écosystème pour être dans les actes. Mais au-delà de ça, on est vraiment sur une utilisation test à l'échelle d'un territoire, avec notamment le soutien du député dont je t'ai envoyé le lien, pour ceux que Ouais, ça on va pourrait partager. éventuellement On intéresser. va partager directement la vidéo pour que les gens puissent voir et après on vous mettra le lien dans la description pour les personnes qui ont besoin. Donc voilà un petit peu la Elle vidéo est très du courte, hein. député que vous pouvez voir. Vous pouvez Elle est très voir à courte, droite. 1 minute. Parfait. Bon, on va pas tout partager pendant le podcast, mais en tout cas, j'invite tout le monde à aller la regarder pour comprendre un petit peu plus ce que tu expliques, Pierrick. Donc, c'est super intéressant, ta vision, et en même temps, tu as mis cette partie, tu as mélangé un petit peu les écosystèmes. Donc, la logique que tu avais grâce à la partie onboarding des sociétés que tu avais avant, la partie poker, la partie jeu, la partie un peu média, parce que quand En tu parles fait, de Camelot, bah, c'est quelque chose de connu et tout. c'est des relais naturels. Si tu veux, étape 1, je capitalise sur ce que je sais faire. J'ai une expertise dans le marché des jeux d'argent et de l'onboarding. Du coup, similarité démographique de marché, j'utilise les mêmes leviers sur une population mature. Ensuite, c'est un élargissement au grand public. Et en fait, la clé, c'était de créer un deuxième levier d'onboarding, mais qui soit complètement disruptif. Et donc, l'idée, c'est de dire, je crée le Puy du Fou
V2 version Ardèche, version Camelot. Et donc, je me suis rapproché des équipes d'Alexandre Astier et qui nous ont donné l'autorisation de le faire. Qui nous ont dit, vous l'écrivez différemment parce qu'on ne veut pas que la marque vienne toucher l'œuvre du réalisateur et de l'artiste. Et ça, c'est bien normal. Par contre, ils ne sont pas opposés au fait qu'on travaille sur la légende arthurienne. Parce qu'en plus, la légende arthurienne, si tu veux, n'est pas choisie par hasard. Elle est fondamentalement proche des valeurs de la table ronde, les valeurs d'Excalibur, les valeurs finalement citoyennes et souveraines. Et pour nous, on s'est dit que c'était un super levier d'onboarding parce que finalement, au lieu d'aller courir les clients en Europe, bah, tu fais venir les clients européens à toi grâce à un pôle d'attractivité touristique. Et là, après, on a une petite secret sauce dont je ne peux pas te parler parce qu'on ne peut pas se faire voler l'idée de concept. Mais on a zéro doute parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, les clients. C'est pas nous qui allons gagner beaucoup d'argent, c'est les clients qui vont gagner beaucoup d'argent. Bon, bah, alors, tant mieux pour eux. En tout cas, bah, comme on doit le dire sur la chaîne, c'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, c'est super important. Mais en tout cas, merci vraiment pour le partage. Si on peut revenir sur le sujet du token CAM. Quels vont être les avantages pour les détenteurs justement de ces droits de gouvernance, de ce token de gouvernance? Est-ce qu'ils vont avoir un rôle à jouer sur la structure? Est-ce qu'ils vont avoir des votes? Est-ce qu'ils vont avoir des fonctionnalités et des avantages qui vont être différents? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le token de gouvernance? Alors, le token de gouvernance, il est à 2 niveaux. D'accord. Tout d'abord, l'accès à du téléchargement. Du téléchargement qui est cohérent avec notre positionnement de départ. Notre positionnement de départ, c'est l'univers des jeux en ligne. Donc, de ce fait, les holders du token CAM, ils vont pouvoir accéder à du contenu sous la forme de téléchargement. Conférence entre les similarités, les skills et compétences dont je te parlais tout à l'heure, entre le poker et le trading de crypto réalisé par des joueurs ou joueuses et champions du monde de poker avec un bracelet au poignet. C'est-à-dire des gens qui savent de quoi ils parlent et qui font le lien justement et qui sont aussi notamment dans les cryptos ou dans la finance et qui ont créé des liens et qui disent, voilà, nous, aux communautés, on va vous organiser des conférences que vous allez pouvoir télécharger online. Ensuite, on a prévu l'accès à des masterclass parce que on a prévu en fait d'organiser pas mal de tournois de poker dans les mois qui viennent, online et offline. Et les tournois offline vont être 100% gratuits. Online vont être 100% gratuits. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dépenser. Et on va dire tout simplement, nous, on est une agence de marketing, on travaille avec des partenaires, on organise un tournoi 100% gratuit, on reçoit des résultats, on crée un classement avec l'agence de marketing, et l'agence de marketing récompense tout simplement le classement en fonction des résultats obtenus. Du coup, on sait très bien qu'il y a pas mal d'utilisateurs du Web3 qui vont être intéressés pour gagner des cryptos ou des K-Euro stablecoin ou des sièges pour des événements live. Et donc, il faut qu'on les forme. Et donc, il va y avoir aussi des masterclass en téléchargement, des masterclass autour du poker en ligne sur les fondamentaux à connaître et également réalisés avec des champions d'Europe, des champions du monde et des joueurs professionnels. Wow, ok. Ensuite, troisième levier, il va y avoir accès à du téléchargement autour de coachs professionnels dans le poker et qui sont exactement, comme je te le disais, les mêmes skills et compétences nécessaires à disposer dans le trading amateur ou professionnel de crypto-monnaie. Donc ça, c'est la couche 1, qui est une couche intimement liée à notre cible de marché numéro 1, que sont les jeux d'argent online et offline. Ensuite, les holders du token vont pouvoir accéder au travers d'une DAO à des votes
Alors, c'est indiqué dans le white paper, hein, c'est le nombre de tokens ne va pas fonctionner en proportionnalité. C'est-à-dire que D'accord. c'est un nombre fixe de tokens qui soit accessible à tout le monde, de manière à ce que ce soit juste, que ce ne soit pas l'argent qui décide que tu as plus de puissance ou de pouvoir que quelqu'un d'autre, et qui va permettre, au travers d'une vingtaine de points différents dont je ne vais pas te citer maintenant, de participer aux axes de développement, d'une part, du projet MetaBank en lui-même. Donc, comme je te parlais tout à l'heure, notamment quel type de gestion d'asset management on fait du compte de collatéral, mais qui va permettre aussi d'avoir un droit de OK. vote sur la future évolution du projet en lui-même. Ah donc c'est vraiment, vraiment bien pensé. On voit qu'effectivement le token de gouvernance allie énormément de choses. Qu'est-ce que toi justement tu penses, toi qui es dans le secteur, justement du stablecoin et de l'euro numérique qui sont en train de développer, sur lequel ils sont en train de parler? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Ou est-ce que tu penses que pour toi c'est une concurrence? Ou est-ce que pour toi c'est juste, un coup d'épée dans l'eau de leur part? Moi, je pense que donner le choix est sain. Donc, que ce soit moi qui donne le OK. choix ou la BCE, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est sain que la Banque centrale européenne propose quelque chose. De la même manière qu'on sera jugé par nos pairs et nos clients, Ouais. la BCE doit jouer aussi ce jeu-là. Et elle verra bien si son produit plaît ou ne plaît pas aux utilisateurs. Maintenant, j'ai une petite crainte, effectivement, c'est que cet euro numérique soit imposé de manière sournoise. Mmh. Je m'explique. En 95, il y a un mec à la BCE qui s'est réveillé, ça devait être Strauss-Kahn, je pense, à l'époque, et qui a dit un matin, ouais, je ferais bien une monnaie commune. 95. En 2000, 5 ans après, il y avait une monnaie qui s'appelait l'euro, imposée à tout le monde. Et 2 ans après, il n'y avait plus de francs. Il n'y avait plus de lire, il n'y avait plus de Deutschmark, et j'en passe et des autres. Aujourd'hui, force est de constater que, je vais exagérer un petit peu, mais dans le quotidien des gens, 1 euro égale 1 franc. Moi, je me souviens, alors c'est pas tout à fait juste ce que je vais te dire, mais on achetait une flûte, un pain, 5 francs. Mmh. Aujourd'hui, tu payes ça 1,35 €. 1,35 €, si je te fais la conversion en francs, ça fait 8 francs. Presque Ouais, ce que 9. j'étais en train de calculer. Parce que je suis un ancien, je suis un vieux de 48 ans. 9,85 exactement. Ouais, Voilà. 8,85 pardon. Une maison que nos parents ont achetée 200 000 francs, 200 000 francs, 30 000 euros. Aujourd'hui, c'est 250 000 euros. Et les gens avaient voté, ou en tout cas ont voté, qui ne voulaient pas de ce schéma-là. Et donc, du coup, je suis assez inquiet des réelles motivations de la Banque centrale européenne. Parce que moi, je ne suis pas complotiste. Que la BCE veuille se positionner sur la monnaie numérique parce qu'elle a compris que c'était le futur du commerce et qu'il y a des enjeux géostratégiques et géopolitiques internationaux qui nous dépassent, bien évidemment. Maintenant, son manque de transparence et le passif mensonger de ces gens-là, quand ils te disent aujourd'hui que ça ne remplacera pas le cash, que ça n'a pas vocation à te tracer dans ton moindre détail, mais que quand même, c'est fait pour lutter contre l'évasion fiscale, que c'est fait sans doute dans une stratégie de blockchain privée, comme on vient de voir avec les 10 ou 12 pays là, qui viennent de donner leur accord. On a des raisons aujourd'hui, lorsqu'on sert son cerveau, de douter. Mmh. Douter est quelque chose de très positif. Douter, c'est ce qui permet de faire évoluer les choses. Douter, c'est de dire exactement ce que je disais par rapport au Covid tout à l'heure.
ce n'est pas être complotiste que de douter. C'est simplement remettre en question pour avoir des explications pour mieux comprendre. Et aujourd'hui, au vu du passé et de la balade de nos élus depuis 25 ans dans notre quotidien, lorsque la BCE dit « je vais faire un euro numérique qui n'a pas vocation de retirer le cash et qui n'a pas vocation de vous supprimer des libertés », moi, j'entends un message tout autre. Et je laisserai tout un chacun sa vision des se choses. faire comprendre le message qu'il a envie de comprendre. Mais en tout cas, je pense qu'il est extrêmement nécessaire qu'émergent des solutions d'euros numériques, d'euros stablecoin, rapidement, avant que ce ne soit plus possible de le faire, pour créer des produits alternatifs et complémentaires et qui maintiennent l'option de choix pour les populations. Ok. Bah, merci pour ce partage et cette explication. On voit un petit peu ta vision et on comprend un petit peu plus aussi pourquoi du coup tu as créé MetaBank et ces deux tokens, donc en tout cas surtout le token euro. Donc ok, bravo pour cette vision. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce que tu fais et qui se rendent compte que c'est quand même pas facile. Quels sont les challenges que tu dois rencontrer au quotidien ou que tu rencontres au quotidien pour justement développer ta société? C'est peut-être quelque chose qui est un peu plus sur le monde de l'entrepreneuriat, peut-être moins Web3, je ne sais pas, ça va dépendre de quel challenge tu as, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les challenges actuels quand on développe une industrie comme ça, enfin, qu'on développe une entreprise comme ça dans une industrie comme le Web3? Alors, il y en a à plusieurs niveaux. Hein. Il y a le challenge financier, il y a le challenge humain et de la ressource humaine, il y a le challenge compliance et juridique. Et puis ensuite, il y a la coordination. Ouais. Donc, tu vois, ça fait 4 sujets dans le sujet et tu as vu que je parlais beaucoup. Je prenais Donc beaucoup ça de fait temps, beaucoup. mais ça fait beaucoup de sujets à traiter. Le principal challenge qu'on a eu au départ, c'était d'être en conformité tout en respectant la philosophie Web3 de décentralisation. Ça, c'était vraiment un défi. Donc, on l'a résolu, comme je t'ai dit, avec un wallet non custodial, avec le fait que le client n'a pas de créance, qui fait qu'on ne conserve pas d'actifs fiat non plus au sens propre et juridique du terme. On a eu un vrai challenge dans le temps parce que pour pouvoir activer la clause de grand-père, il fallait absolument qu'on ait réalisé un certain nombre d'opérations avant le 30 juin. Et c'est pour ça que notre mint de 10 millions d'euros de stablecoin va être fait le 19. Mais là aussi, on a réussi à s'engouffrer dans des... En fait, c'est comme pour le poker à l'époque. Il y a beaucoup de zones grises. Et en France, il y a une culture des gens qu'on nous apprend à l'école qui est de dire, vu que c'est pas écrit, c'est que c'est interdit. Mais en fait, non. Ouais, si c'est pas autorisé, c'est interdit. Ouais. Et voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est que si c'est pas interdit, c'est autorisé. Et que Ça, c'est la culture américaine, effectivement. Ouais. voilà, il y a une ligne à ne pas franchir. Et on te dit souvent, tu joues avec la ligne. Mais mec, que tu sois à 500 km de la frontière, à 1 km de la frontière ou à 1 millimètre de la frontière, tu es toujours aux États-Unis. Et si tu passes 1 millimètre, tu es au Mexique. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Et c'est ça qui nous a permis, en fait, pour te donner une explication, par exemple, du fonctionnement de l'exchange. Beaucoup nous disent, mais comment vous pouvez minter 10 millions d'euros stablecoin actuellement, le 19 juin, avec un huissier de justice? Mais parce qu'on a simplement créé une étape que je présente souvent comme un entrepôt. Admettons, je suis un vendeur de raquettes de tennis et il y a une loi qui me dit que telle raquette de tennis, j'ai plus le droit de la fabriquer à partir du 30 juin. Et ben moi, dis-toi que je décide d'acheter un entrepôt qui soit 1000 fois plus grand que celui que j'ai actuellement.
et j'ai fabriqué 10 millions de raquettes que je mets dans mon stock dans cet entrepôt. Et donc, mes raquettes, elles ont bien été construites avant. Avant, mais Et ensuite, je vais pouvoir les commercialiser parce que j'ai plus le droit de les fabriquer, d'accord. Par contre, elles sont bien dans mon entrepôt. Et si moi, j'estime que ce produit va continuer à se vendre et que les clients veulent l'acheter, et ben, du coup, j'ai créé un stock. Et du coup, pendant la création de ce stock, je vais pouvoir dire à mes équipes d'innovation et de recherche de me recréer une raquette identique à celle-là, mais qui réponde aux caractéristiques nouvelles de la loi. Et du coup, j'ai mis tellement de raquettes dans mon stock que j'ai gagné les 2-3 ans nécessaires pour créer le produit que je vais pouvoir refabriquer dans l'avenir et qui sera en totale conformité. Et donc aujourd'hui, on a créé ce système avec un wallet de réserve, avec un multisig de plusieurs clés dont je ne vais pas te parler, puisque la cérémonie des clés a lieu le 19 juin également, qui garantit, grâce à ce multisig, qu'on a un processus, il est strictement inviolable. Mais pourquoi on a réussi à faire ça? C'est parce qu'on ne vient pas de la crypto, on ne vient pas de la blockchain, on n'est pas des anciens geeks, on est des gars du marketing qui sont venus avec un regard totalement extérieur en disant « Putain, c'est pas mal ça, mais par contre, pour s'adresser à Madame Michu, il faut arrêter de lui parler en mode geek parce qu'elle ne comprend rien. » Je vais te donner un deuxième exemple. Madame Michu, il y a 25 ans, moi j'ai 50 ans aujourd'hui. D'accord. Madame Michu, à qui je m'adresse aujourd'hui, dont je te parlais, elle a 75 ans. Du coup, il y a 25 ans, elle avait mon âge. Et il y a 25 ans, il y a un truc qui a débarqué qui était l'Internet. Et 25, 30 ans, allez, 94, ouais, c'est ça, 30 ans. Et à ce moment-là, tu avais un modem qui faisait bip, 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 bip. Moi, je l'avais chez moi, j'ai connu ça vraiment au tout départ. Et quand Madame Michu, on lui a dit, il y a Internet qui arrive, tu vas avoir un email, les hôpitaux, ils sont remplis de vieux qui ont fait des syncopes, de quinquas, qui se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces mots? Email, Internet, je ne comprends pas de quoi on parle. Mais qui sont exactement les mêmes mots, au fait, aujourd'hui, que wallet, clé exchange, clé privée. Quelle est la différence entre Madame Michu d'il y a 25 ans et Madame Michu aujourd'hui? Ben, c'est qu'aujourd'hui, Madame Michu, elle reçoit une box, c'est du plug and play, elle le branche à sa prise, elle rentre un code de 8 chiffres, ça fonctionne. Et aujourd'hui, n'importe quel vieux, et ils ont tout mon respect, de 70, 75, 80, 85 ans, utilise une adresse email, sans problème. Et j'en ai des tas, puisque j'ai moi-même un actionnaire dans le Web3 qui n'est pas mon tonton, qui n'est pas mon papy, qui n'est pas de ma famille. Donc on est allé chercher, qui est un ancien industriel qui a 81 ans. 81 ans. Et qui a dit, mais en fait, vous avez fait simple. Je mets mon email, ça fonctionne. Et du coup, en fait, on est dans ce raisonnement-là en permanence d'être disruptif et d'essayer de trouver des solutions aux problématiques. Et pas de dire, il y a un problème, on va se mettre en total compliance, et puis on va perdre 6 mois, on va dépenser 100 000 balles. On se dit plutôt, tiens, qu'est-ce qui n'a pas été pensé dans cette réglementation? Et donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Et à partir du moment où je ne suis pas interdit de le faire, j'ai le droit de le faire. Et donc, on le fait. Donc, toutes nos fonctionnalités sont pensées, par exemple, dans ce sens-là. On a pensé maturité produit, UX design et tech seulement à la fin. On n'est pas allé jeter des tonnes et des tonnes dans la tech pour après se dire, bah, ça, on n'en a pas besoin, ça, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on était sur du 100% fonds propres, avec quelques actionnaires, et qu'on devait d'abord raisonner client, UX, et donc quelque chose de simple. Et comme on n'avait pas ce regard de geek, finalement, c'est assez facile parce que tu appelles ton prestataire ou ton fournisseur, qui est un expert sur le Web3, tu lui dis, on peut faire ça. Le gars, c'est binaire. Il te répond oui ou non. Et nous, on s'en fout de la complexité. Et d'un coup, quand on lui a dit, est-ce qu'on peut créer un wallet à partir d'une simple adresse email, les mecs, ils nous ont dit oui. On a dit, bah alors voilà, on fait ça. Ok. Ok, ouais, je comprends la logique. Et quels seraient pour toi les objectifs sur les 3, 4, 5 prochaines années? Et si ce n'est pas des objectifs, potentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les 4, 5 prochaines années, justement?
Déjà, c'est que la phase d'onboarding qui va débuter se passe bien. Ouais, ça c'est déjà une Euh, bonne chose. J'invite d'ailleurs toutes les communautés qui veulent aller sur notre site internet à aller découvrir l'événement de mise sur le marché qu'on va mettre en place, qui va être un événement de 4 jours dans l'univers du poker, qui va être un salon hybride Web3 et tournoi de poker, où là Ouais, aussi on a déjà beaucoup de champions du monde de signés. On a beaucoup de monde, même si on n'en parle pas, parce que je reste un peu en sous-marin, parce que le marché du poker est un marché, faut être vigilant à ce qu'on dit et ce qu'on fait aussi, très proche du Web3. Euh, on n'a pas d'objectif particulier, en fait. Euh, d'accord. Moi, ce que j'aimerais, mais c'est le plus difficile, mais j'aimerais vraiment que les gens, et quand je dis les gens, j'aime pas ce mot parce que je le trouve pas assez précis, je le trouve vulgaire. Mais les citoyens, ça me paraît trop politique. Mais que les gens s'emparent, en fait, de cette compréhension et se disent, mais effectivement, ça suffit, en fait. Et du coup, ça, c'est une solution qui respecte le système actuel, donc qui s'inscrit. Parce que c'est bien beau de dire il faut que Bitcoin ci, il faut que Bitcoin mi, il faut que les cryptos, elles rasent tout. Mais c'est mondialisé, tu vois. Si tu bouges une oreille, tu vas te prendre des sanctions à l'international et puis ton pays va couler, et puis tu vas être comme le Venezuela en 24 mois. Par Ouais, c'est clair. contre, de dire, tiens, il y a un projet qui permet de conserver le fonctionnement du système dans son fonctionnement, mais qui va pousser en fait à la souveraineté citoyenne grâce à l'argent. Je pense que les valeurs qu'on incarne et la philosophie qu'on incarne, mon inquiétude, voilà, c'est ça. C'est est-ce qu'on n'est pas trop précurseur et novateur avec cette solution-là, parce que le grand public, même si on voit qu'il est de plus en plus crypto-friendly, on a vu les rapports de la DAN, on voit les différents rapports et que chaque année ça augmente, est-ce qu'il va être en mesure de se saisir de ce qu'on lui propose? Donc ce Ouais. serait ça, si j'avais un vœu à faire, c'est d'espérer que les citoyens se saisissent du support qu'on va proposer pour le faire exister et pour qu'ils pensent aux générations futures, en fait. Sûr, ouais. Parce que c'est encore comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est de créer des solutions qui existent pour que les générations à venir ne soient pas sous un risque ou une épée de Damoclès d'un risque liberticide. Parce que même si le risque, il venait à ne pas être liberticide demain parce que la BCE aurait un projet formidable, ce qui est tout à fait probable, on n'est pas à l'abri d'un fanatique qui derrière en fasse autre chose. Euh, et donc, on aimerait bien, voilà, que Ouais, je comprends les un petit communautés peu. le comprennent comme ça. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'écrire ce white paper en disant clairement, on sait que la partie bancaire, elle est centralisée, la partie exchange, elle est centralisée. Mais en fait, personne ne va refaire le monde. Il faut qu'elle soit centralisée. Parce que sinon, tu n'auras aucune autorisation. Et on te brisera. Et tu ne proposeras rien. Et, et tu ne pourras pas te développer mondialement au niveau de l'économie. Ouais, Et c'est clair. une entreprise, elle doit s'intégrer aussi dans un système. Et dans un système qui est capitalistique. C'est pas moi qui l'ai fait, il est comme ça. Par contre, il est de dire, tiens, il y a l'opportunité de placer des gens au cœur du dispositif, en fait. Et finalement, en les plaçant au cœur du dispositif, grâce à ce token, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, excuse-moi, je suis un peu long dans la réponse, mais c'est quelque chose qui me Non, mais tient. parfait. En tout cas, c'est très intéressant, Pierrick, tout ce que tu partages. On voit vraiment que tu as cette fibre entrepreneuriale depuis un petit moment. Tu as développé, tu as été entrepreneur dans le secteur poker et des jeux, puis après, tu as essayé de revenir dans le monde de l'entrepreneuriat, entre guillemets, mais ça n'a pas fonctionné et on voit que ce n'est pas du tout ton truc. Là, tu te relances avec Metabank, donc félicitations vraiment à toi. Est-ce que tu peux nous donner des astuces un peu d'entrepreneur? Comment toi, tu arrives à, hum, à trouver le juste équilibre entre la vie perso, la vie pro, et comment tu fais vraiment pour être motivé au quotidien pour voilà, avancer, avoir de nouvelles idées, développer, innover? C'est quand même vraiment c'est le métier d'entrepreneur, c'est un vrai métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai entrepris très très tôt, puisque moi, mon parcours, il débute lorsque je présente mon mémoire dans une école de commerce et où D'accord. on me demande de rester à la fin
et je suis un petit peu inquiet. Et en fait, on vient me dire que l'école de commerce souhaite investir et me donner l'argent nécessaire pour lancer mon premier projet, tellement Incroyable. mon mémoire leur paraît intéressant. Et là, on est dans l'univers du tennis de table parce que j'ai été dans cet univers en tant que professionnel pendant quelques années. J'ai joué pendant une quinzaine d'années, puis je suis rentré dans l'univers professionnel. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'échouent pas. Du coup, plus tu vas faire de choses, plus tu vas échouer. L'exemple du sport, pour moi, ça a été vraiment la résilience. Je pense que j'ai perdu beaucoup plus de matchs que j'en ai gagné, mais j'ai répondu présent aux matchs qui étaient importants. Et si je fais le total des victoires et des défaites, bien évidemment qu'il y a plus de défaites que de victoires. Par contre, après chacune des défaites, j'avais un choix binaire qui consistait à dire j'arrête ou je retourne à la salle. Et c'est cette capacité à te dire ben non, je me remets en question parce que je dois pouvoir encore progresser, et qui te permet d'être dans un état d'esprit finalement de compétiteur. Ensuite, je pense qu'il y a des caractères. Je pense que le caractère de tout le monde n'est pas fait pour se lancer dans des projets. Et j'ai eu des périodes très fastes, j'ai eu des périodes très creuses, très difficiles. Une des dernières, et heureusement, et je vais donner là, c'est blindez-vous tout le temps, les gens. Blindez-vous. Dans une de mes dernières aventures où j'étais directeur général, je suis parti en 2018 et en 2024, je me suis rendu compte que la boîte était mise en liquidation. Je m'en suis rendu compte par un de mes nouveaux actionnaires qui, pendant sa due diligence, me sort la boîte et me dit qu'elle est en liquidation judiciaire et que c'est moi qui en suis directeur général encore en 2024. Et là, chaud, parce que tu te dis, attends, c'est quoi l'histoire là? J'ai une tête à chapeau et je vais avoir des problèmes avec le tribunal de commerce. Sauf que moi, au moment de ma démission, j'ai fait signer un PV d'Assemblée générale extraordinaire qui me déliait de toutes mes missions, donc daté de 2018, et j'avais conservé ce document au cas où un jour il me serve. Et en fait, ce document, j'ai pu l'envoyer pour leur dire au tribunal, non mais attendez, moi j'ai plus rien à voir, je suis parti en novembre 2018, ça fait 5 ans et demi, venez pas me dire que ce qui se passe depuis 2 ans, j'en ai la moindre C'est de ma responsabilité. faute. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais heureusement que j'avais ce document, parce que sinon, mes 2 derniers actionnaires ne seraient pas rentrés, en fait. Parce que ça aurait été ma parole contre des écrits. Et là, j'ai un véritable écrit. Et en fait, on s'est rendu simplement compte que les actionnaires de la boîte dans laquelle j'étais, ils ont fait le PV d'AG, mais ils ne l'ont pas fait enregistrer auprès du tribunal. Du coup, le tribunal de commerce, lui, il n'a pas l'information. Et donc, il considère que c'est toujours toi le pilote. Et donc, si j'ai vraiment un conseil de toute l'expérience que j'ai eue, c'est de tout mettre par écrit. Tout le temps. Se protéger au maximum et se mettre par écrit. Se protéger. Quand quelqu'un me dit quelque chose, tu peux être certain que 99 fois du temps, je vais reformuler par écrit et dire donc, j'ai bien compris que tu as dit ça. Ouais. J'ai bien entendu que m'as demandé ça et que tu attends ça. Et du coup, ton interlocuteur, c'est soit il fait non, j'ai pas dit ça, et au moins les choses sont claires, soit il te répond pas et c'est ce qu'il a dit, quoi. Ah, compris. Je me suis Donc sans du doute coup, éloigné un peu de ta question, mais si tu non, veux c'est ça, mais venir. du coup, dans le monde de l'entrepreneuriat, vraiment des focus sur lequel tu voudrais un petit peu, pas éduquer les gens, mais sensibiliser les gens, c'est de leur dire, protégez-vous, faites attention aux moindres choses que vous faites, mettez des choses par écrit pour avoir des traces en permanence et surtout, comme tu l'as dit, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en question et je pense que la partie sportive, c'est vraiment très intéressant, quand tu dis, voilà, un sportif, c'est ça. C'est la plupart du temps, il va alors bon, il y a ça différencie un petit peu des sports, mais voilà, la plupart du temps, il va échouer, mais dans tous les cas, son objectif, c'est du long terme. Il va dans tous les cas se réentraîner pour être meilleur et progresser. Et le monde de l'entrepreneur, en gros, c'est un petit peu ce que tu dis. C'est voilà, c'est pas forcément qu'il y a des échecs, mais par contre, il y a des murs, il y a des barrières, il y a des obstacles.
Et voilà, on se construit, on revient, on travaille, on revient, on avance, etc., etc. Ça, c'est bien. En fait, l'échec, c'est une perception. Mhm. Certains vont percevoir un échec dans quelque chose. Des fois, soi-même, on va percevoir l'échec de quelque chose, et pourtant, les autres vont y voir un succès. Du coup, c'est une perception. La perception, c'est quoi? La perception, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, qui est lié à l'expérience de vie des gens. Et chacun a une perception différente. Du coup, cette perception, elle est intimement liée à nos propres compétences et à nos propres expertises. C'est-à-dire que on va dire tel projet, il est ambitieux. Mais l'ambition, c'est également une perception d'un projet. C'est une perception liée à nos propres compétences de savoir si on serait capable de faire quelque chose ou pas. Et donc, finalement, considérer que quelque chose est un échec ou que quand quelqu'un vient nous dire « Ouais, ce que tu as fait, c'est un échec », bah moi, ça me fait un peu sourire parce que je me dis « Ouais, bon, bah écoute, c'est ta perception à toi du wagon de ta vie qui t'amène à penser ça. Mais du coup, ça peut être complètement différent chez des tas d'autres personnes. La perception est quelque chose d'extrêmement personnel, je pense, et extrêmement lié aux choix de vie qu'on a fait. Et les choix de vie d'entrepreneurs, c'est des choix où je pense qu'il ne faut pas faire les choses pour qu'elles seront, mais il faut faire les choses pour ce qu'elles sont. Il ne faut pas. Je te dis, j'ai plus du tout les mêmes raisonnements que quand j'avais 20 ans, quand j'ai monté mes premières boîtes. Je montais des prévisionnels, je garde tout. Alors, des fois, je relis des choses que j'ai écrites il y a 25 ans, 20, 30 ans presque. Et je me dis, ah ouais, mais ça pouvait pas passer à l'époque. Tu étais sur des prévisionnels, tu pensais aux papillons et aux fleurs, mec. Et, et pour te dire, ce projet, avec les actionnaires qui m'ont suivi, il n'y en a aucun qui est rentré dans le prévisionnel, en fait. Et je lui disais, mais de toute façon, on en a un. Mais en fait, un prévisionnel, est-ce qu'un projet comme Metabank, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il génère en 2025-2026? Ou est-ce que le potentiel de Metabank, c'est se dire qu'est-ce que vaut Metabank avec 300 000 utilisateurs dans une banque grand public? Et la question, elle est vite répondue, comme dirait, Ouais, comme dirait comme l'autre. dirait. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, merci pour ce partage. J'avais une dernière question par rapport à toi. On voit que ta communauté, c'est quelque chose qui est super important. C'est pour ça aussi que tu as fait un token de gouvernance. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur la communauté et éventuellement les giveaways qu'il y a autour? Alors, du coup, la communauté, on ne l'avait pas attaqué en amont. C'est-à-dire que je voulais que le projet existe dans sa globalité avant de commencer à dire venez nous rejoindre, en dehors de la partie Camelot, où la partie Camelot, c'est une partie médiévale et on a déjà une communauté de 1500 followers sur Facebook qui suit le projet, elle, depuis le départ, mais vraiment le tout départ, puisque c'est l'essence même du projet. Concernant les communautés Web3, bon, les communautés poker, je vais les activer dès qu'on va faire le lancement du projet, puisque, comme je te l'ai dit, le projet, on va le lancer sur un événement de 4 jours qui va être le point d'orgue de l'ICO, qui est un salon hybride avec un tournoi de poker où on va inviter des professionnels, des amateurs, des joueurs à vivre l'expérience par l'intérieur. C'est un budget qui est en centaines de milliers d'euros et qu'on est en train de boucler. Concernant les communautés, on est vraiment dans la création maintenant des communautés Web3. Donc, on a créé un serveur Discord. Pour l'instant, il y a 20-25 personnes dessus. Hein, il est très, très modeste. Par contre, il est assez complet. On est très, très content des gens avec qui on a travaillé. De l'autre côté, on a un Twitter, on a un Xspace avec 120, 150 abonnés. Et on a prévu des giveaways. On a eu la confirmation hier de notre partenaire. Et là aussi, on aura une surprise. Je ne peux pas dire avec qui on va travailler, mais on va créer un peu une surprise. On va travailler avec une banque française qui va nous permettre d'acheter du Bitcoin au travers de sa solution. Ce qui, à ma connaissance, n'a pas encore été fait.
Et on va proposer aux internautes et à notre communauté, en fait, de gagner l'équivalent de 50 € en Bitcoin une dizaine de fois là, dans les semaines qui vont venir, au travers de giveaways qu'on peut retrouver sur une page de notre site internet pour participer assez facilement. D'accord. Et sur la page Web3 du site de mémoire. Allez, Je bah, je crois que partage le site, comme ça on pourra tous avoir le même visuel en même temps. bah voilà, super. Et du coup, on explique justement comment va fonctionner ce giveaway. Alors, un giveaway, évidemment, avec quelques. Ouais, tu vas dans la partie. Non, pas dans la partie d'écosystème, dans la partie crypto, en haut, dans le menu. Et là, tu descends et tu vas arriver un peu plus bas. Tu peux descendre un petit peu, tu peux scroll encore pour arriver sur la partie giveaway. Et alors attends, est-ce que c'est déjà en ligne? Normalement, c'était en ligne. Ah là, c'est allé trop vite. T'es trop bas, je pense. En tout cas, on laissera peut-être les internautes aller dessus. On mettra les liens dans tous les cas. Ouais, on doit être un tout petit peu plus haut. Encore un peu. Ah non, mais là, t'es pas sur la partie. Si, t'es sur la partie. Oui, là, on est Je suis là. sur la On est partie là. crypto. Du coup, le lien n'y est pas encore, mais je viens de voir pendant qu'on échangeait, j'ai vu le mail passer de l'équipe technique qui me disait que c'était tout opérationnel, donc c'est une Ils sont en histoire de train de le faire. minutes. Ils sont en train de le faire et ils ont Ah, bah, on va simplement faire dû un m'envoyer un refresh. mail me demandant la validation. Donc, ils ont peut-être, ils attendent peut-être mon feu vert. Ouais, je pense Ah qu'ils ouais, attendent mon feu. on est en temps réel. Ouais, ouais. Ouais, non, je pense que tu l'auras pas tout de suite. Ils doivent attendre ma validation pour la mise en production. Ils ont dû mettre ça sur l'environnement de test, puisque j'ai reçu le premier formulaire qui fonctionnait et j'ai reçu 2-3 fois leur mail, mais j'attends Trop il bien. faut que je vérifie ce qu'ils m'ont dit. Ouais, mais ça c'est l'airdrop Parfait. du CAM, puisqu'il y a des airdrops, il y a les ICO, il va y avoir des giveaways. Ouais, on a prévu pas mal de choses. Et puis notamment, je te dis, ces tournois de poker 100% gratuits qui vont permettre aux internautes de remporter des K euros, qui vont permettre de remporter des tokens CAM, et puis évidemment des cadeaux. Ok. Beaucoup de choses liées à l'article 15, hein, qui sont l'article 15, c'est le fameux article Sorar Jonum, qui est une Ouais. évolution de l'article 15 sur les jeux en ligne, donc article que je connais particulièrement bien, puisque c'était mon business précédent, et dans lequel, voilà, on sait que les opérateurs de jeux en ligne, en France en tout cas, n'ont pas le droit d'accepter les paiements en actifs numériques ou en crypto, et n'ont pas le droit de faire de dotation en actifs numériques ou en crypto. Alors, ça va être un vrai Ok. sujet, parce que quand tu vois que les SORAR vont avoir le droit, à mon avis, les plateformes de jeux en ligne vont faire des demandes assez rapidement, parce que c'est quand même elles, ce serait une concurrence déloyale. Mais encore une fois, tu vois, c'est là où le fait qu'on soit une agence de marketing nous permet d'organiser un événement en ligne organisé par une plateforme agréée, 100% gratuitement, et ensuite de récupérer les résultats, faire un classement avec l'agence de marketing et créer une dotation pour les utilisateurs. Et là encore, hors scope Argel, hors scope Mika, zone grise, rien n'a été écrit en fait à ce sujet. Et encore une fois, c'est pas que je défends la zone grise, simplement que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc, du coup, une agence de marketing qui fait une opération promotionnelle pour sa marque et qui offre des cadeaux, il n'y a rien de plus classique dans une agence de marketing. Ouais, ouais, Chose, c'est chose normal, qu'on un peu n'aurait pas comme pu faire. aussi. Ah non, mais t'as raison, t'as raison. Puis ça, c'est un cas classique dans toutes les sociétés. On fait des cadeaux à notre clientèle. Des fois, c'est des coupons de réduction, des fois, c'est des bons d'achat. Enfin voilà, c'est le genre de choses qui se fait assez régulièrement. Ouais. On arrive Et gentiment, Pierrick. Ah, tu voulais rajouter quelque chose? j'allais te dire, et puis en même temps, c'est un moyen d'animer la communauté en leur disant, Tellement. c'est pas uniquement de l'airdrop comme ça, c'est participer à des trucs online, amusez-vous.
Soyez prudents, évidemment, avec les notions de risque, etc. Mais on sensibilise sur la page poker du site. On sensibilise, évidemment, sur le respect de la réglementation, sur l'autorité nationale des jeux, sur les risques d'addiction et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on propose quelque chose de 100% gratuit, mais qui permet justement aux gens de découvrir le jeu, de s'amuser et essayer de remporter des cadeaux en s'amusant. Et du coup, ça aussi, c'est un peu la philosophie du projet, quoi. Super intéressant, super intéressant. En tout cas, patient de voir ce qui va se passer par la suite pour MetaBank France. En tout cas, force à vous. On arrive gentiment à la fin du podcast, Pierrick. On a encore plein de sujets à traiter, mais on ne pourra pas tous les faire. Donc, on fera un podcast dans 6 mois ou un an. Et comme ça nous permettra aussi de voir l'évolution qu'il y a eu entre ce podcast-là et le prochain. Est-ce que, sur le dernier sujet, entre guillemets, la dernière partie du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, ça peut être un dicton, ça peut être un mantra que tu te donnes, ça peut être une anecdote que tu as eue, que tu veux nous partager, ça peut être un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu vas aborder, un sujet qu'on a abordé et sur lequel tu voudrais revenir. Peu importe, tu as le temps que tu souhaites, 30 secondes, 10 minutes, c'est toi qui décides. Et du coup, tu as le mot de la fin. Merci. Alors déjà, le mot de la fin, il commencera par merci Jean, merci à l'équipe technique Merci, pour Pierrick. cette invitation et le temps que vous avez pris à écouter le projet et à la tribune que vous nous permettez d'avoir. C'est très sympa. Merci, Euh, Pierrick. et on m'a pas payé pour dire ça. Ensuite, je vais quand même préciser qu'on est toujours dans notre levée de fonds, mais une start-up, ça lève tout le temps des fonds, quasiment. En tout cas, le temps de se lancer. Et que donc, si des gens sont intéressés par l'ICO ou par de l'equity, ne pas hésiter à nous contacter au travers du site internet qui arrive directement Ouais, dans nos boîtes mail avec un process de traitement. trop bien. Je vais terminer avec ma vision d'une entreprise. Ma vision d'une entreprise, c'est celle d'un paddock de Formule 1. Ok. Tu as un pilote qui détermine exactement les caractéristiques de son véhicule. Et c'est ce qui fait que entre 20 bagnoles, il y en a un qui est champion du monde et un qui prend 5 tours à chaque fois. Mais ce champion du monde, il ne peut pas l'être sans la team qui, en quelques fractions de secondes, est capable de lui changer les pneus, capable de lui mettre le carburant, de le coacher et de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il réussisse. Et ensuite, tu as souvent un financier, une marque, comme Ferrari par exemple, qui va mettre du pognon pour que tout ça fonctionne dans un certain équilibre. Ce qui fait la différence entre un champion du monde et un autre, c'est que lorsque le champion du monde, il dit qu'il veut changer ses pneus, le sponsor, il lui dit pas attends un tour, il change les Ouais, pneus. c'est clair. Et en fait, dans une entreprise, les actionnaires, c'est le sponsor, l'équipe, c'est la team, et le CIO, c'est le pilote. Et lorsqu'on a décidé d'investir sur un pilote, message aux actionnaires, ensuite, il faut lui foutre la paix. Parce que plus vous allez le mettre sous pression, plus vous allez lui dire attends 2 tours pour changer tes pneus. Non, cet amortisseur-là ne le règle pas comme ça. Non, le levier de vitesse, mets-le à gauche parce qu'il est toujours à gauche et toi, tu veux le mettre à droite. Mais en fait, vous l'empêchez de créer et de se démarquer des autres. Et en fait, quand tu regardes les grands pilotes, ce sont tous des pilotes qui ont su se démarquer d'une manière ou d'une autre. Et pour terminer sur cette petite image d'automobile, je dirais à tous les porteurs de projets, et moi y compris, ça me concerne, que quand tu as une bonne caisse, que tu viens de rentrer sur l'autoroute, que tu as ton ticket de péage, que tu as le plein, qu'il fait beau, que tu as les pneus neufs, que tu as la musique qui va bien et que tout va bien, la seule chose qu'il faut faire, c'est respecter la vitesse, mais après, il ne faut plus se poser de questions. Il faut avancer. Ok.
Bah, merci pour cet aparté et cette vision que tu nous as partagée de l'entrepreneuriat des entreprises et des différents secteurs. Je partage ta vision sur pas mal de choses. Effectivement, c'est pas toujours facile quand on a des investisseurs derrière qui mettent la pression, souvent, en fait, c'est de manière maladroite. C'est juste, voilà, ils veulent avoir des infos et du coup, les infos sont posées peut-être de manière maladroite. Ça met la pression sur l'entrepreneur et l'entrepreneur parfois peut taper à côté, tout simplement parce que la pression fait qu'il prend pas les bons choix. Donc, et le pilote, c'est la même chose. Si demain vous lui mettez la pression, il va faire une sortie de piste et puis du coup, vous avez juste rien gagné, vous avez tout perdu. Donc, ouais, c'est très intéressant. Encore une vision sur le sport, une aparté sur le sport pour pouvoir comprendre ça. Bah, merci beaucoup, Pierrick. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Force à Merci toi beaucoup. avec Metabank, impatient de faire le prochain podcast ensemble pour voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu ces derniers mois avec Metabank. Force à toi, à très Bah, vite. merci beaucoup et à très vite. Et voilà. Bon projet à tous et toutes.